Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être. Embarquez pour une aventure autour du monde en découvrant des destinations et cultures fascinantes tout en explorant le bien-être sous toutes ses formes. Que vous soyez enthousiaste à l'idée de voyager, curieux de nouvelles cultures ou passionné par le bien-être, la santé, les sports et même en quête de réflexion profonde, ce podcast est pour vous. Dans chaque épisode de ce double voyage, nos invités partageront un pays qui les a marqués, mais aussi une thématique spécifique, que ce soit leur passion ou tout simplement leur histoire. Vous pourrez ainsi non seulement vous évader, mais aussi repartir avec des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. Le pouvoir de tout changer. Sophie est une femme qui distribue la bonne humeur partout où elle va. D'origine sino-cambodgienne, elle s'est régulièrement rendue au pays du sourire. On ne peut pas parler du Cambodge sans aborder l'histoire douloureuse de ce pays. Sophie va nous expliquer le poids de ce terrible passé, sans oublier la résilience des Cambodgiens, leur capacité à se réinventer et leur joie de vivre malgré tout. Sophie a complètement changé de vie il y a quelques années et a lancé les Good Mood Class, des ateliers interactifs pour apprendre à faire le plein d'énergie et cultiver un état d'esprit positif. Elle va nous parler de sa méthode et des 5 clés pour réactiver votre bonne humeur. Avec Sophie, vous allez voir que tout est possible. Alors essayez et vous verrez. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Sophie. Salut Camille. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, je vais très bien et puis ça me fait hyper plaisir de t'avoir parce que j'ai l'impression que tu as une super énergie. Ah, c'est super gentil, ça me touche beaucoup que tu dises ça. Et comme j'étais en train de t'expliquer en off, depuis que j'ai lancé ce podcast il y a un an, tu faisais vraiment partie des premières personnes que je rêvais d'interviewer. On reviendra peut-être dessus, mais ces derniers mois, ça a été assez intense pour toi. Et j'attendais que le bon moment se présente. Et merci pour ta patience, parce que je t'ai pas lâché. Oh, ça donne. Non, mais moi j'aime les gens déterminés qui lâchent jamais l'affaire parce que moi je suis comme ça aussi, donc c'était très bien. Super. Et c'est vrai que j'ai ressenti quand même des énergies assez similaires, donc voilà, je suis super contente qu'on puisse faire cet épisode. Donc pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter, expliquer qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais et ce qui te passionne dans la vie ? Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 44 ans, maman de 2 garçons, de Liam et Dan qui ont 11 ans et 16 ans. Je suis entrepreneur dans le bien-être et je suis, on va dire, sur le digital depuis une dizaine d'années. Voilà. Et qu'est-ce qui te passionne dans la vie ? Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer ? Moi, ce que j'aime, c'est m'amuser. S'il faut résumer les choses, ce que j'aime, c'est m'amuser, me sentir bien, que les gens autour de moi s'amusent, kiffent. Ça paraît con, tu vois, genre, mais c'est pour ça que je suis toujours tournée vers l'énergie et la santé, parce que quand tu as de l'énergie et que tu es en bonne santé, tu peux à peu près tout faire. Et donc, en partie, t'amuser et faire ce que tu souhaites. Super, mais je ne pouvais pas rêver mieux comme lancement d'épisode, ça donne le ton des prochaines minutes pour les auditeurs. Donc si je t'ai contacté, c'est donc pour qu'on parle bien-être et voyage, et pour la partie voyage, si j'avais autant envie de parler avec toi aussi, c'est pour parler du Cambodge, un pays que j'aime beaucoup, où j'ai pu vivre pendant 3 mois, et c'est vrai que à chaque fois que je pensais Cambodge, je me disais on va y arriver, on va en parler avec Sophie, et tu vois, j'y croyais vraiment, je visualisais la chose se passer, et là on y est. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer le lien particulier que tu as avec le Cambodge ? Déjà, je voulais savoir quand est-ce que tu as vécu au Cambodge? Alors moi, c'était mi-2019. Ok, d'accord. Alors moi, le rapport que j'ai avec le Cambodge, c'est que c'est le pays d'origine de mes parents. Mes parents sont d'origine cambodgienne, chinoise cambodgienne, et ils sont venus faire leurs études avant Pol Pot en réalité, et ils n'ont pas pu retourner parce que justement le pays était en guerre et complètement fermé. C'est comme ça qu'on a perdu une bonne partie de notre famille. Et moi, je suis née ici, en fait, dans le 13e, dans le quartier chinois, où j'habite depuis 2 ans. En fait, c'est comme si c'était un peu un retour aux sources. Et mes parents habitent au Cambodge. Donc, c'est un peu ça mon rapport, c'est que mes parents habitent là-bas. Ils y sont retournés très tôt. Et ben, j'y vais tous les ans, pas longtemps, pas beaucoup, mais surtout pour aller voir mon père qui est malade. Et depuis que tu es jeune, tu y es retournée tous les combien, à peu près vraiment tous les ans depuis que tu es jeune ?
Non, 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 j'ai commencé à y retourner. J'y ai été pour la première fois, je pense que j'avais 14-15 ans. Ou peut-être 13, je sais plus. Mais après, on peut pas dire que j'y allais souvent non plus, tu vois. Mais je fais partie des gens qui y vont depuis. En fait, pour la petite anecdote, c'est que mes parents ont commencé à y retourner depuis 88. Et mes parents vivaient déjà entre le Cambodge et la France depuis les années 90. Donc, oui, donc c'est bien ce que je disais. Genre, j'ai commencé à y aller, j'avais plutôt 13 ans, quoi. Et on devait partir vivre là-bas. Et il y a eu Bon, bah, c'est très compliqué, hein, la situation politique, économique au Cambodge étant pas très stable. Euh, Tout était prêt. Ma mère m'avait inscrit au lycée français et tout. Et le meilleur ami de mon père est décédé. En fait, il s'est fait tuer plutôt, tu vois, genre c'était pas genre, il est pas mort comme ça, il a été assassiné. Et quelques mois après, mon oncle, du côté de ma mère, en fait, du coup, les personnes les plus stables, la famille la plus proche de mes parents a disparu du jour un peu au lendemain, et ils ont décidé que c'était peut-être un peu trop dangereux pour l'époque. C'était très téméraire de venir et de m'emmener avec eux. Donc eux, ils ont continué à faire les allers-retours. Mais du coup, moi, je ne suis pas partie vivre avec eux. D'accord. Donc c'est effectivement que plus tard que tu as pu découvrir ça. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois quand tu es arrivée au Cambodge et que tu découvres ça, t'es adolescente, t'as été bercée dans cette culture toute ton enfance et puis là tu te rends enfin sur tes terres, j'ai envie de dire. C'est ça, mais je t'avoue que le rapport, il n'est pas facile. Tu sais, la plupart des familles qui ont vécu le génocide, on n'a pas forcément des bons souvenirs en fait qui sont racontés par la famille. Eux-mêmes ont du mal à retourner. Moi, j'ai une famille qui adore le Cambodge et qui adore y retourner. C'est pas le cas de tous les Cambodgiens chinois parce que la plupart des fois on fait des traumatismes tellement violents qu'ils arrivent même pas à y retourner, ou quand ils y vont c'est un peu ils y retournent, mais histoire de checker la case j'y suis retourné, et pour essayer de se guérir un peu d'un trauma. Alors que nous, mes parents, en fait, la petite différence, c'est que ils n'ont pas vécu le génocide, dans le sens où ils étaient venus faire leurs études. Ils ont une espèce de culpabilité qui fait que ils ont toujours voulu retourner au Cambodge pour essayer d'aider à réparer le pays, tu vois. Et Mhm. c'est ça qui fait que notre rapport, il est très différent, je pense, de beaucoup de gens qui vivent ou qui sont au Cambodge. Mes parents n'ont pas connu la guerre, mais ont connu très vite juste après. Et en même temps, bah alors eux, pour le coup, ils adorent et ils ont des souvenirs très, très, très bons toute leur jeunesse, leur enfance, et ils ont une grosse période très dure qui porte le nom d'un film qui s'appelle La Déchirure, tu vois. Il n'y a pas d'autre mot. Déchirure, c'est vraiment le mot. Et donc, c'est marrant parce que la première fois qu'on va au Cambodge, je pense que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est dur. Et moi, j'y suis allée dans les années 90. C'était très, très, très dur parce que c'était pas du tout comme aujourd'hui où tu as l'impression que, genre, le Cambodge, c'est pas loin de la Thaïlande, c'est hyper moderne. Aujourd'hui, tu as l'impression que, tu vois, c'est un pays presque, entre guillemets, normal, quoi. Euh, Dans les années 90, c'était un pays post-guerre, traumatisé. Il y avait des handicapés partout dans la rue, tu vois, des gens qui avaient marché sur des champs de mines, amputés, des enfants partout. Moi, c'était ça l'image que j'ai du Cambodge au début. C'est que moi, j'ai 14 ans, 15 ans, euh, j'arrive avec tu vois, genre, j'ai trop chaud, il y a des lézards partout, et je peux pas me plaindre parce que je sais que je suis une privilégiée et je vois tous ces enfants partout, orphelins, euh, handicapés. Et je vois, en fait, c'est le musée des horreurs pour moi. Tu vois, j'ai une image qui m'a traumatisée à vie. J'étais en voiture, les voitures tout à contresens, évidemment. Donc déjà, tu sais même pas comment les gens font pour conduire. Et en fait, il y a une femme qui est sur un carton. Alors la femme en question n'a ni jambes ni bras. Et elle a un bébé sur ce carton. Et elle se hisse comme elle peut pour traverser la rue. Voilà. Voilà, tu vois, genre, mes premiers souvenirs au Cambodge, c'est Ouais. ça. C'est un peu comme les gens quand ils parlent de l'Inde des fois, tu vois, genre ils sont allés pour la première fois à Calcutta. Bah moi c'était ça comme ça au Cambodge quoi.
pas de toilettes dans certains endroits. Et encore, à chaque fois, j'étais toujours dans l'hôtel le plus sophistiqué, entre guillemets. Malgré tout ça, dès que tu sors, après, bah, c'est la vraie vie, quoi. Genre, après, depuis que j'ai voyagé très tôt en Asie, depuis que j'ai 7 8 ans, mes parents m'ont mené en Thaïlande, à Singapour. Donc, je connaissais la Thaïlande dans les années 80. Bah, je peux dire que le Cambodge dans les années 90, c'était la préhistoire à côté, hein. Ouais. Et même, tu vois, aujourd'hui, tu me demandais quand j'y étais allée, moi c'était en 2019, et donc c'est quand même un bon moment après que tu y sois allée. Et pourtant, pour avoir fait aussi d'autres pays d'Asie, j'ai même vécu aussi en Chine, dans une petite ville hyper polluée où voilà, il y avait quand même, c'était la modernité, mais pas que. Et donc j'étais un petit peu préparée, mais quand je suis arrivée au Cambodge, je pensais pas retrouver encore autant l'influence de ce passé dont tu parles. Attends, et en plus, mais 2019, mais on est dans le futur, tu Ouais. imagines même pas. Genre c'est la modernité absolue à côté de ce que j'ai vécu. Ça ressemblait un peu à un enfer, tu vois. Et en fait, il y avait un gros paradoxe parce que moi, mes parents, avec leurs meilleurs amis, qui n'ont pas vécu la guerre, ils vivaient dans une espèce de nébuleuse où ils nous racontaient que leur pays était super beau, que c'était magnifique, que c'était hyper en avance. Et si tu veux, moi, genre, le pays que je vois n'a rien à voir avec leurs souvenirs et leur imaginaire. Alors, je me dis, soit vraiment, je sais pas, ils ont tous, ils ont tous mitonné. Bah, bizarrement, ils parlent tous un peu de la même chose, mais je ne reconnais absolument pas ce qu'ils me racontent, leurs souvenirs et le pays dans lequel on est, où tout est cassé. Tu vois, genre, ça ressemble à un espèce de vieux cauchemar cassé, quoi. Et le mot qui me vient à l'esprit quand je vais au Cambodge pour la première fois, et même toutes les fois de manière générale, tu vas être très étonné, mais moi, le mot qui me revient tout de suite, c'est la tristesse. Moi, je trouve que tout est triste, tout est dur. L'injustice. En fait, le pays, il est beau parce que il a son histoire, il y a des beaux bâtiments, mais ça me paraît encore tellement frais, tu vois. Et moi qui suis hypersensible, je pense, du coup, j'essaie de pas trop réfléchir. Parce que si tu te commences à réfléchir, tu te dis, bah c'est compliqué ce pays. Pourquoi il a fait autant de mal à ma famille, en vrai, tu vois? Et j'ai mis du temps à me réconcilier avec le Cambodge. Et je suis même en train de me dire, enfin je pousse peut-être un peu trop la réflexion, mais on parlera tout à l'heure de tout ce que tu as mis en place avec les Good Mood Class, tout ce qui est bonne humeur. Est-ce que tu penses que toute cette expérience quand tu vas au Cambodge pour la première fois à 13 14 ans, où du coup bah, tu vois toute cette tristesse, tout ce malheur, j'ai envie de dire, ça t'a pas peut-être fait un électrochoc qui est intervenu un peu plus tard pour te dire... Bien sûr. Et bien sûr, tu as totalement raison. Je n'ai jamais vraiment fait le lien, mais en fait, moi, très tôt, très jeune, j'ai vu un peu la misère, quoi. Tu vois, j'ai beaucoup voyagé très tôt. J'ai été au Mexique à 8 ans, en Thaïlande à 7 ans. J'ai vu déjà que dans le monde entier, en fait, il y avait vraiment des inégalités, tu vois, genre je l'ai vu très tôt. Et puis moi-même, dans ma famille, où moi ça allait, mais autour de moi, bah, je voyais qu'il y avait des familles très pauvres. Parce que c'était des enfants d'immigrés, enfin c'était des enfants, c'était des immigrés tout court, qui arrivaient tous sans rien. J'ai vu vraiment beaucoup de familles se construire, arriver avec rien, pas grand-chose, dormir tous dans un appartement, euh, dans des petites surfaces. Et en fait, c'était des gens que nos familles côtoyaient, mais qui n'étaient pas forcément dans notre famille. Mais je savais vraiment que ça existait et je savais déjà la chance que j'avais d'être privilégiée, tu vois. Donc je pense que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus dur que ce que je vivais et que fallait en tenir compte. Et comment on fait pour que et surtout quand ça touche les enfants, tu vois, quand ça touche les enfants, je trouve que ça me fait encore plus mal. Je suis complètement d'accord avec toi parce que quand je disais tout à l'heure que même moi en 2019, je sentais déjà quand même cette tristesse quand je parlais un petit peu avec mes collègues cambodgiens, creuser un petit peu avec leur famille. J'ai eu un... Qu'est-ce que tu faisais au Cambodge? Alors moi en fait j'étais dans un hôtel de luxe. T'étais dans quel hôtel? J'étais au Sofitel et en fait, Ah ben je vois très bien. Ouais. ouais, celui de Phnom Penh. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup bouleversée, c'est que un de mes collègues, c'était un des agents de sécurité. Et en fait, petit à petit, il commençait à parler anglais avec moi. J'essayais de lui apprendre un peu de vocabulaire. Et quand il me montrait les photos de là où il vivait, de son quotidien,
là, tout s'écroulait parce que je voyais la pauvreté ultime comme je l'avais jamais vue. Ah non, mais j'ai la chair de poule, que tu dis. En fait, tu vois des gens qui ont l'air normaux. C'est ça? Et après, de la réalité, tu vas chez eux et tu te dis, mais en fait, non. En fait, en apparence, ils ont l'air d'être comme toi et moi, entre guillemets, parce qu'ils ont l'uniforme, le vêtement. Mais en fait, ils essayent de rattraper, mais c'est pas eux, hein. C'est la société qui veut ça, qui fait que on leur a dit aujourd'hui, c'est comme ça la vie, mais il y a un décalage parce que personne ne prend soin qu'il y ait une cohérence dans leur quotidien. Tu vois, c'est comme toutes ces motos qu'il y a partout, alors que je me dis, il n'y a aucun transport en commun. C'est impossible. Je veux dire, mais personne n'y pense parce que ça n'a pas d'intérêt financier, tu vois. Et ça me fait beaucoup de peine tu vois, genre de voir que, en fait, je vois un pays qui avance, mais des fois, ça va pas dans le bon sens, quoi. Oui. Et tu vois, pourtant, 2019 encore, donc c'était bien après tout ce que tu nous racontes, mais voilà, je sentais qu'il y avait quand même des choses, et par exemple, ça n'a pas pu se faire parce que j'étais dégoûtée, c'était complet, mais je voulais l'amener au cinéma parce qu'il avait la trentaine, il n'avait jamais été au cinéma de sa vie. Oh non. Je l'ai amené pour un brunch, il n'avait jamais brunché, et Oh là là. pour lui, c'était exceptionnel, et il avait des réflexions parfois un petit peu... avec les yeux d'un enfant, j'ai envie de dire, parce que j'ai fini par quitter le Cambodge pour pas mal de raisons. Mais c'est quand même une des raisons aussi, tu vois, cette confrontation avec... on a 10 000 lieues dans nos vies modernes de comprendre la réalité du quotidien de certaines personnes là-bas. C'est exactement ça. On ne veut pas comprendre, en fait. Et si tu veux, moi, ce qui m'a marqué, c'est que quelques jours avant... Non, c'était le jour de mon départ, on s'est croisés. Et il m'a dit, je vais aller à l'aéroport et je vais regarder l'avion et je vais te saluer et je vais regarder l'avion passer pour te voir. Enfin, tu vois, tu peux te dire, si un enfant de 5-6 ans te dit ça, c'est trop chou, c'est trop mignon. C'est mignon. Mais lui, il avait la trentaine, il le pensait vraiment. Et... Enfin voilà, plein de réflexions comme ça. Donc c'est vrai que même en... Il te parlait en quelle langue? On parlait en anglais. Oui, parce que le khmer, j'ai essayé un petit peu, c'est compliqué. Tu parles le khmer, toi, d'ailleurs? Oui, oui, oui. Je parle pas chinois, mais je parle cambodgien, tout à fait. Avec un accent français, je pense, mais... Enfin, oui, avec un accent français, mais je parle cambodgien. D'accord, parce que donc tes parents, dès que t'étais petite, ils t'ont enseigné cette langue? Et ben, en fait, pas vraiment. C'est parce que ma grand-mère vivait avec nous. Et ma grand-mère, du coup, elle parlait cambodgien. Et figure-toi que c'est une anecdote très drôle. Pourquoi je parle cambodgien? Eh bien, c'est parce que comme on voyageait énormément, quand j'étais petite, quand on allait dans ma famille aux États-Unis, au Canada, à Singapour, partout dans le monde, je ne parlais pas anglais. Et c'était ma première langue où je pouvais communiquer avec mes oncles, mes tantes, mes cousins. On communiquait en cambodgien. Trop Et bien. du coup, le cambodgien a été l'instinct de survie pour communiquer avec ma famille à l'étranger. Et après, très vite, j'ai parlé anglais et ma mère m'a mis très, très vite à apprendre l'anglais pour que je puisse me débrouiller. Mais mon premier tiré linguistique a été vraiment bizarrement le Cambodge, le cambodgien à l'étranger. Typiquement, je suis beaucoup allée aux États-Unis et je parlais aux États-Unis cambodgien avec mes cousins. Excellent. Est-ce que tu as envie d'apprendre cette langue à tes enfants, du coup? J'aimerais bien, ils comprennent un petit peu. Ils ont passé 1 mois et demi au Cambodge, là. Un mois, un peu plus d'1 mois au Cambodge cet été. Et on voit qu'ils entendent et que ça peut revenir. Mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe et j'aimerais bien qu'ils parlent un peu anglais avant de parler cambodgien, je Oui. t'avoue. Et eux, pour le coup, tu sens que c'est... Enfin, moi, c'était très fluide et facile, les langues. Le grand, pas trop. Le petit, un peu plus. J'aimerais peut-être essayer, tu vois. Genre, j'aimerais... T'as raison. Peut-être que, tu vois, genre, je devrais multiplier au lieu de faire ça ou ça, quoi. Peut-être, mais c'est vrai que cette langue est quand même très particulière. Moi, je l'ai trouvée super dure. J'ai essayé d'apprendre un petit peu, mais Ah bon, et pourtant, c'est hyper facile. Ah, tu trouves? Ah ouais, ouais. Et tous les Français que je connais qui parlent le cambodgien, en fait, il n'y a pas de grammaire, il y a pas de, c'est que des mots qui s'empilent. C'est assez simple en vrai. Tu veux dire, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de conjugaison. C'est très très facile. Est-ce que tu pourrais nous dire une petite phrase, par exemple? Quelque chose de pas trop compliqué. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise, par exemple? Prenez soin de vous. Euh, Ça se dit pas comme ça, tu vois. J'en prenais Ou un soin de truc vous. du style, c'est important de prendre soin de soi. Quelque chose comme ça. Je t'avoue, c'est pas facile. Ah, je te pose une colle là. Ben ouais, en fait, non, parce qu'en fait, dans la façon de parler, tu vois, je suis obligée de traduire des fois en anglais ou en cambodgien, c'est un peu take care, et
Par exemple, on va dire Sosoktok. Soktok, ça veut dire la paix et se sentir. Et donc, quand je te dis Sosoktok, je te demande comment tu vas. Et Soksabai, tu connais peut-être. Bye. Soksabai, ça va bien. Et donc, on dirait plutôt justement que c'est important de Soksabai. Soksabai, ça veut dire se sentir bien. Bah voilà, super. C'est vrai que le Saxaby, tu vois, ça revient comme un électrochoc, mais ouais, écoute, si tu peux transmettre ça à tes enfants, c'est vrai que ça pourrait être très chouette. Donc là, c'est vrai on a parlé un petit peu de ce côté, bah, et je trouvais que c'était vraiment important d'en parler parce que on peut pas parler du Cambodge et dire ouais, c'est une super destination, il faut faire ci, il faut faire ça, sans parler de tout ce Ah ouais, passé, de tout ce trauma. C'est voilà, je suis contente qu'on ait ouais. Je pense que ça te sent et les gens le savent et je trouve que les gens ils vont avec vachement de quand même ils y vont avec de la pudeur et ils le ressentent tu vois genre ils savent que c'est un pays qui a même qui t'as un traumatisme béant en plein milieu, tu peux pas faire comme si de rien n'était et que même s'ils essaient et je trouve qu'aujourd'hui la jeunesse là il s'est passé des choses je trouve depuis après le Covid une accélération c'est peut-être très trop moderne je sais pas mais en fait la jeunesse khmer est très créative. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est génial, parce que c'était un peu l'ADN du Cambodge. Les arts, la culture, la tradition, c'était quelque chose qui a toujours été très, très important dans le royaume khmer de manière générale, mais depuis, bah, tu vois, encore Wat, c'est vraiment majestueux et riche, et on a tout perdu à cause de la guerre. Et en fait, quand le pays renaît de ses cendres, les premières choses que je trouve qui ressortent, c'est cette créativité chez les jeunes que je trouve très puissante, quoi. Bah, on voit le jeune rappeur Vanda qui a fait la fermeture des JO totalement improbable, le truc qui sort de nulle part. Et tu sais, donc sa chanson, c'est Time to Rise. C'est le moment de s'élever. Et hmm. c'est exactement ça, le pays entier qui entend et les jeunes Khmers qui entendent ça. C'était parce que faut savoir que tous les Cambodgiens dans le monde entier sont disséminés un peu partout. Il y a eu des diasporas en France, aux États-Unis, en Australie. Et du coup, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Mais maintenant, parce que je trouve que en 2019, il y avait un vrai. Tu vois, genre entre 2019 et 2024, c'est fou. Parce que tous les ans, quand j'y vais, je vois une différence. Et c'est dingue, ils vont très, 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 très vite. Ils vont très vite et ça c'est chouette parce que ce que j'avais mis dans mes notes, moi ce que j'avais observé au quotidien dans le monde du travail au Cambodge, c'est cette force tranquille des Khmers, c'est-à-dire que quand il y a un projet, eh ben on va y aller tranquillement et il faut pas être trop pressé et je pense que ça m'a appris ça un peu aussi de se dire bon bah oui des deadlines mais moi quand je devais imposer des deadlines à mon équipe fallait que je prévoie beaucoup plus en avance. Et est-ce que toi, tu ressens encore toujours quand même cette force tranquille, malgré ce côté où les choses avancent très vite? Alors, moi, je vois pas ça comme de la force tranquille, hein. Je vois ça plutôt comme genre, what the fuck. Ouais. Quand tu leur parles, la plupart du temps, ils comprennent rien. Moi, genre, tu vois, genre, quand on va dans des hôtels de... C'est compliqué au Cambodge, je trouve, ça coûte hyper cher. C'est pas du tout comme la Thaïlande, où tu peux faire des hôtels de luxe avec un super service et pas cher du tout. Au Cambodge, les prix d'aujourd'hui, c'est presque les prix d'ici. C'est des Ah prix ouais? occidentaux. Ah ouais, non mais tu peux pas imaginer. Le Starbucks, c'est le même prix là-bas que ici. Mais par contre, tu n'as pas le même service du tout. C'est ça le problème. C'est que du coup, tu sens que le pays a envie de faire plein de choses, mais il y a plein de trous dans la raquette. Tu veux faire un... Bah, t'as des Rosewood Crillon, genre, t'as des hôtels vraiment luxueux, quoi, 4 5 étoiles. Mais honnêtement, le service n'a rien à voir et tu payes un prix très élevé pour un service assez encore mauvais, je trouve. Et c'est pas, malgré que ce soit ton pays, tu vois, genre ma mère, mes parents m'ont toujours dit oui, tout ce qu'on peut faire pour aider, il faut leur donner des conseils, il faut leur dire, il faut encourager à tout le monde de venir partir en vacances. Tu vois, genre moi, mes parents, tous mes cousins, genre toutes les vacances étaient bonnes pour aller au Cambodge, quoi, tu vois, parce que pour essayer, genre, vaut mieux que l'argent il aille là-bas qu'ailleurs. Tu vois, ma mère, elle a toujours eu ce truc. Elle dit oui, bon, bah, quitte à aller en Asie, autant aller chez nous que l'argent il aille dans notre pays. C'est ouf, quoi, d'avoir cette mentalité, je trouve.
Complètement. Et là, donc, tu y étais cet été. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué en positif où là, tu dis, OK, je suis en train de me réconcilier avec ce pays, me réconcilier avec ma culture, mes origines? Je pense que l'année dernière, c'était la première fois que genre j'y allais, que c'était un peu sympa. Déjà, tu vois, je te dis, le rapport que tu as avec les gens, quand tu vois bah, que les gens du service, ils commencent à être un peu plus efficaces, aimables. Ça fait plaisir parce que tu dis, ça y est, ils commencent à comprendre un petit peu, tu vois, genre, tu peux pas juste porter le déguisement de l'uniforme. C'est un tout. C'est un tout. Tu peux pas juste avoir l'air d'eux et c'est l'histoire de tout ce pays quoi. Donc et puis vraiment ce qui m'a épaté c'est la créativité quoi. Vraiment beaucoup de des boutiques, des artistes, la musique, la vidéo, les influenceurs, on en parle. Ah ouais? Ouais, des sommités, mais c'est un truc de fou. Des jeunes, on dirait des Kardashians, mais ils chantent, ils dansent. Et ils font péter Internet au bled, quoi. Énorme. Ouais, ouais, et ils se font tout seuls, ils apprennent en regardant, ils regardent les Thaïlandais, ils regardent les Coréens, mais ils font ça à leur sauce, avec genre, ils mélangent le khmer, des fois un peu d'anglais, et dans les traditions, dans leurs costumes, ils essaient de garder beaucoup de culture cambodgienne et khmer. Je trouve ça très très fort et très très beau. C'est super. Et c'est vrai quelque chose qu'on a. Là, tu vois, j'y pense quand tu dis les danses traditionnelles. Donc, il y a les Apsara, ces danses. Exactement. Faudrait que je partage des photos sur le compte du podcast. Il y a vraiment ce côté culturel de, voilà, la danse. On dit aussi le pays du sourire. Ça, c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler. Et malgré tout, moi, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. Ils peuvent être les plus... Ben voilà, je parlais tout à l'heure de mon collègue. Il avait beau vivre dans la misère. Tous les matins, il avait un sourire de fou, hyper communicatif. C'est Ouais, et ils sont et les Cambodgiens sont vraiment gentils, tu vois, profondément. En vrai, ils sont c'est cool, mais tu sais, le problème c'est que des fois ils sont trop gentils. Voilà. complètement. Ils sont pas du tout dans le business, ils sont pas du tout tu sens que genre hier c'est oublié et demain on n'y pense pas quoi. Ah, Ouais, pas du tout. Et ça, je sais pas pourquoi, mais le côté, ça me fait beaucoup penser au tuk-tuk, où des fois, ben, en fait, plutôt que de te dire qu'ils comprennent pas où tu veux aller, qu'ils ne savent pas, bah, tu vas monter sur le tuk-tuk et tu vas faire le tour de Phnom Penh. C'est- ah ouais, bah alors là aujourd'hui c'est vrai que c'est un peu moins le cas parce qu'avec les Grab, tu sais Ouais, maintenant aujourd'hui tout le monde utilise Grab, ils ont tous un GPS greffé, c'est ouf, tu vois, c'est pour te dire le décalage avec bah des fois c'est tellement la préhistoire et puis tout à coup bah non les gars ils sont tous ils appellent n'importe quoi en livraison avec une appli quoi. oui, parce que Grab, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le Uber du Totalement. Cambodge, quoi. Le Uber, le Deliveroo, tout. C'est ça. Et disons, je vois que l'heure passe trop vite. Il y a tellement de choses à dire sur le Cambodge. J'aime bien quand même dans chaque épisode parler un petit peu de gastronomie. Est-ce que toi, tu as tes petits favoris en nourriture cambodgienne? Ah oui, oui, pour le coup, oui. Alors ça, moi, genre, j'adore la cuisine khmer, j'adore tout ce qui est à base de curry, j'adore tout ce qui est très parfumé. Et donc ça, pour le coup, je trouve que là-bas, il y a beaucoup de fruits, beaucoup de... Ouais, ça c'est vraiment genre, tu vois, ma passion là-bas, c'est vraiment le matin, tous les jours, toute ma vie là-bas, c'est noix de coco fraîches, fruits, pastèques, mangues qui poussent partout. Tu marches dans la rue et tous les arbres de manguiers dans la rue de ma mère, t'as juste à lever la main et prendre la mangue, quoi, tu vois. Et c'est pas une expression, c'est vraiment, elle tombe par terre et tu la ramasses. Mhm. Donc ça fait super plaisir parce que beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, mais ça, vaut mieux les manger cuisinés, hein, je préfère, si jamais vous allez au Cambodge, manger plutôt des trucs dans des coins propres. Ouais, ouais, Moi, je ne conseille pas trop la street food dans la street, hein, assez à vos pertes, risques et périls. complètement. Euh, voilà, et ça peut être légende. Et sinon, moi j'adore, tu connais maintenant, j'imagine, le hammock. Donc le hammock, peut-être pour expliquer aux gens, c'est le plat national. Je pense que oui, c'est le Ouais, oui, plat. oui. Je pense que c'est le plat signature du Cambodge. Donc c'est un poisson cuit à la vapeur dans des feuilles de bananier avec du lait de coco et du curry. Et de la citronnelle. Et est-ce que le bœuf lok lak est autant plat national? Et alors, j'allais exactement te dire, je veux dire, s'il y avait deux plats, on a une signature,
Alors, le Hamok, il n'y a pas de doute, hein, tu vois, Ouais. il est bien cambodgien, c'est nous. Alors, ils ont aussi un Hamok en Thaïlande, au Laos, mais alors le Lok Lak, c'est un peu genre la légende, on ne sait pas si il est vietnamien ou il est cambodgien. Mais la réalité, c'est que l'histoire est la même. C'est que ce sont des plats qui ont été cuisinés pour les Français à l'époque des colonies. Parce qu'en fait, le Lok Lak, tu sais, en fait, c'est un steak frites à la base, presque. C'est en fait, on prenait les Français qui étaient un peu en manque de cuisine française, bah, on leur a coupé des tomates, on leur a coupé des cubes de viande et on les a fait sauter dans la poêle. Et le bruit, on dit que genre, ça faisait le clac. Énorme. Et que du coup, ils ont mélangé le riz avec la tomate, la viande. Après, ils ont rajouté bon, la sauce citron, sel, poivre. Et je crois que c'est qu'au Vietnam qu'ils ont rajouté des frites. Parce qu'il y a aussi parfois, genre, donc, le loc lac avec des frites. Et au début, moi, je dis, mais c'est quoi cette hérésie? Et en fait, non, c'est la vraie histoire. C'est que le loc lac, c'était genre les Français qui avaient envie de manger des steaks frites, de la viande avec quelque chose d'un goût un peu français, quoi, tu vois. Donc, le bœuf loc lac, comme le pho au Vietnam, ce sont des plats qui ont été faits pour des Français à la base, pour essayer De satisfaire nos, nos palais. ouais, les papilles en manque de gastronomie française, quoi. Excellent. Et en plus, si tu savais à quel point j'adore ce genre de petite anecdote, donc merci beaucoup de partager ça avec nous. Et c'est vrai que de parler de bœuf lok lak, donc c'est avec ce poivre de Kampot. Peut-être pour terminer là sur le Cambodge, je parlais un peu des endroits les plus connus. Donc il y a Kampot, qui est donc très connu pour son célèbre poivre et les plantations. On a mentionné tout à l'heure Angkor Wat, donc ces temples magnifiques à, Et bref, voilà, à Siem Reap. alors, est-ce que je peux te donner une petite anecdote Vas-y, qui va pas j'adore. du tout plaire à nos amis thaïlandais? Alors, Siem Reap, qui était la capitale du coup du royaume du Cambodge et du royaume Khmer, avant même que, en fait, le royaume du Cambodge avant s'appelait le royaume de Siam, tout simplement. Oui. Voilà, le royaume de Siam qui englobait une partie de la Thaïlande, du Vietnam et de la Thaïlande. Et avant que, genre, en fait, c'était des cousins, les princes qui gouvernaient les régions, parce que c'était des régions. Et ils se sont disputés et c'est devenu des entités, des pays séparés, tu vois. Donc, à la base, on est très cousins, les Thaïlandais, les Laotiens, on a la langue qui est très similaire, comme les Italiens, les Espagnols. Nos vêtements sont un peu pareils, tu vois. Mais l'anecdote qui est très drôle, c'est que du coup, Siem Reap est très proche de la Thaïlande. Et les Thaïlandais voulaient absolument récupérer encore, évidemment, parce que c'était le royaume. Donc c'était une grosse guerre. Et il y a des gens qui appellent Siem Reap, mais pour les Thaïlandais, ils disent jamais Siem Reap. Ils préfèrent dire encore, la ville d'Angkor. Pourquoi? Parce que Siem Reap, on dit que c'est là où en cambodgien, Siem Reap, ça veut dire là où les Thaïlandais ont été écrasés Mais non, et bien rangés, mis à plat. Voilà. c'est pas vrai. Ouais, 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 c'est. Oh, incroyable. Mais Et nous, les Thaïlandais, quand on dit, en fait, on dit Thaï, tu vois, genre Thaïlande, les Thaïlandais, Thaï. Euh, mais quand tu dis Siem, pour eux, tout de suite, c'est c'est très, négatif. c'est une connotation négative. Ok. Et c'est vrai que pour le côté géographie, peut-être que, enfin, ça paraît peut-être évident pour certaines personnes, mais pour resituer quand même le Cambodge, donc ça se situe entre la Thaïlande qui est donc à l'ouest, le Laos qui se trouve au nord et le Vietnam qui est à l'est. Voilà, petite parenthèse pour que chacun remette en place Alors, sa... tu veux une autre anecdote? Parce que je Je vois que... suis fan, j'adore Ouais, les ouais. anecdotes. Alors ça, c'était une citation qu'on m'a racontée une fois et je trouve qu'il traduit mais tellement l'Asie du Sud-Est. Et cette anecdote, on me l'a racontée, j'étais morte de rire, mais je trouve elle est tellement vraie, juste et encore plus en vieillissant. Et je vais jamais oublier. Donc, on dit que le Cambodgien plante le riz dans la rivière. D'accord? Genre le paysan, quoi. Mhm. Le Laotien, il regarde le riz pousser en chantant. Parce on dit que bah, les Laotiens, tout ce qu'ils aiment, c'est chanter, danser, faire la fête. C'est pas trop leur truc que le boulot, quoi, tu vois. Ouais. On dit que le Thaïlandais récolte le riz pour aller le vendre et que le Vietnamien vient le voler. Et je te jure que même à des copains viet, quand je raconte ça, ils sont morts de rire. Mais c'est tellement vrai. C'est pas vrai.
Ah ouais, non, vraiment, genre, elle est magnifique parce que, bien sûr que tout n'est pas vrai et que tout le monde n'est pas comme ça, parce qu'il y a des Cambodgiens qui sont très commerçants, il y a des Vietnamiens qui sont honnêtes, mais il n'y a pas de fumée sans feu et il y a vraiment quand même une patte et si elle nous fait sourire et si elle existe, et c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est qu'il y a un peu de vrai. Énorme. Voilà. Peut-être pour terminer, je sais que j'arrête pas de dire pour terminer le Cambodge, mais en fait, je pense qu'on pourrait parler des heures du Cambodge, donc c'est vraiment trop chouette. Si toi, tu devais retenir une chose que tu aimes le plus sur le Cambodge. Euh, Moi, je pense que c'est les gens. Ouais, Ouais, parce que les gens sont gentils, vraiment gentils. Comme tu dis, ils ont toujours le sourire. Et tu sais quoi, moi, je l'ai vu beaucoup là-bas de gens. Et c'est exactement, tu vois, la leçon que j'ai appris là-bas, c'est que ils ont rien. Et même quand ils ont rien, ils sont prêts à tout te donner, tu vois. complètement. Ils t'ouvrent la porte, ils te font à manger. J'ai vu ça quand j'étais petite, tu vois, je me disais, c'est fou, ils ont rien, mais ils t'accueillent chez eux. Euh, ils ont un sourire incroyable et ils ont vécu des drames pas possibles, mais ils continuent à avancer avec le sourire. Ça, je pense que c'est un peu la signature du Cambodge. Complètement. Et c'est, enfin, sans prétention, c'est exactement ce que j'allais dire aussi. Moi, c'est ce que j'ai retenu, qui m'a le plus marqué. Voilà, certains ont rien, ils ont un passé terrible qui a vraiment laissé des traces. Et pourtant, Et tu sais ce que disait ma mère, elle me dit, il n'y a pas une famille, il n'y a pas une personne qui n'a pas la même histoire horrible ou pire. Et elle dit, c'est pour ça aussi que, tu vois, il y a autant d'humilité chez tout le monde parce qu'en fait, tout le monde sait que tout le monde vit la même chose. Et pour le coup, c'est vrai et c'est horrible. Ma mère a dit, quand je raconte, tu dis, ah maman, tu peux pas imaginer, elle m'a raconté ça. Ma mère a dit, je veux dire, Sophie, il n'y a pas une personne à qui tu vas parler au Cambodge qui n'a pas vécu ça. Ou un truc un peu similaire. ouais. Oui, parce que moi, tu vois, l'image que j'ai, c'est dans mes collègues, il y avait pas mal de copines qui étaient avec PSE pour un sourire d'enfant, l'association pour Ouais. tous ces orphelins au Cambodge. Et D'ailleurs, donc il faut j'avais donner quand tu vas chez Sephora et qu'ils arrondissent à l'euro pour PSE, tout le monde arrondissait. Il faut arrondir. complètement. Et bah, je manquerai pas d'ailleurs de mettre le lien aussi en description de l'épisode. Et tu vois, ces copines qui étaient orphelines, qui étaient passées par PSE, bah, elles étaient là, à chanter des karaokés, à véhiculer une espèce de joie de vivre incroyable. Et des... C'est incroyable que tu aies vécu. Enfin, tu sais que c'est marrant parce que moi, j'ai un peu fait des trucs avec PSE. Je les ai aidés à organiser. Enfin, tu sais, quand ils organisent C'est Tina Kiefer, la présidente en France, elle fait une fois par an un gala. Et donc, toutes les tables sont sponsorisées par des marques. Et c'est un jour récolté pour justement que toutes les petites filles qui vont à l'école. Et il y a quelques années, en 2019, c'était la première promotion des jeunes filles qui venaient de passer leur bac. C'était incroyable. Et en fait, pour la suite, ces jeunes filles, certaines ont pu aller faire des stages en Europe avec leurs parents, dans des maisons comme L'Oréal. C'est incroyable, c'est génial ce qu'elle a fait, c'est vraiment beau, c'est incroyable. Et puis il y a eu l'autre association, Papier et Manu. Ah non, je la connais pas. Vas-y. Ah, oh my God, si je peux te recommander, Les Pépites, regardez ce film, Les Pépites, mais tu vas chialer du début jusqu'à la fin. Oh, extraordinaire. Déjà, depuis le début de l'épisode, j'arrête pas d'avoir des frissons, donc... Ah bah, alors, je te recommande de regarder Les Pépites et alors, ne m'en veux pas si tu pleures toute la nuit après, mais je te jure, c'est rien d'en parler, j'ai envie d'en chialer. hmm, Et en fait, ce couple français, ce qu'ils ont fait pour tous ces centaines et milliers d'enfants, c'est extraordinaire. Ce sont des légendes. C'est des légendes. Et alors, le réalisateur qui a fait le film Les Pépites vient de sortir un documentaire il y a quelques mois qui s'appelle La beauté du geste. Mais il parle justement, il est allé interviewer les dernières filles du ballet Khmer, comment justement la danse a été perdue à cause de la guerre. Et en fait, la fille du roi, donc la princesse Bopatevi, était en charge du ballet. Et elle était passionnée et jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, il l'a suivie. Et en fait, c'était incroyable parce que le message, c'était quand un pays oublie sa culture, il oublie son futur. Voilà. Ouais, non, c'est ça le truc, c'est que le Cambodge, en fait, c'est toujours des larmes, de rire, de joie, de tristesse. Mais tu vois, et moi qui aime pas trop, moi, j'aime pas trop dévoiler mes sentiments, mes émotions. C'est très dur parce que du coup, c'est pour ça que je pense que je préfère éviter ou de parler ou d'y aller ou de faire parce que ça me renvoie trop de trucs, quoi.
Je te remercie du coup encore plus d'accepter d'avoir partagé tout ça, de remuer un petit peu aussi tout ça, mais encore une fois, tu vois, j'ai vraiment l'impression que, voilà, peut-être que je me trompe, mais que ça t'a shape, enfin ça t'a peut-être façonné à l'époque quand t'avais 13-14 ans et que c'est resté en toi de te dire plus tard, bah ok, on va se focaliser sur les choses positives, on va aller vers l'avant et toujours garder le smile parce que moi aussi, tu vois, j'ai cette image de toi qui est hyper solaire, on va de l'avant, on se laisse pas aller et puis keep it up quoi. Bah, quand tu vois, en fait, finalement, d'où je viens, on n'a pas le choix. Tout le monde est comme ça. En fait, les gens pensent que j'ai du mérite, j'en ai pas. Tout le monde est comme ça chez nous. Dans ma famille, tout le monde est good mood et positif. Je veux dire, moi, mes cousins, tu les vois. Enfin, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a créé la Good Mood Class. C'était une fête d'anniversaire où mes cousins venaient m'aider avec les lectrices. Euh, en fait, et tous mes amis rigolent quand certains ont fait des good mood class, ils sont morts de rire, ils disent, mais c'est dingue, maintenant aujourd'hui, t'es payé pour faire des trucs que t'as toujours fait, en fait, à la maison ou avec nos amis. Et je dis, bah oui, en fait, ça a toujours été un peu le même délire. Et, euh, et j'ai jamais pensé à ça, c'est marrant parce que en me disant ça, genre, je me dis, putain, elle a raison. Mais j'ai jamais vraiment fait le lien, tu vois, en me disant que c'était grâce ou à cause de ça. Bah en fait, si je te partage ça, c'est parce que là, pour la rentrée du podcast, j'ai fait un épisode où c'est moi qui passais de l'autre côté du micro. C'est une copine podcasteuse qui m'interviewait sur mon parcours. Et on a beaucoup parlé du fait qu'à l'âge de 13 ans, en fait, j'ai vécu un an en Californie avec mes parents. Et en fait, j'ai un peu ouvert les yeux dans cet épisode. Et même des copines après coup m'ont dit, mais tout s'explique un peu. J'ai un côté assez, enfin, sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais assez battante, à jamais rien lâcher et se dire voilà, faut continuer, il faut aller de l'avant. Bah, le côté ricain, quoi. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, mais quand j'avais 13-14 ans, ça m'a vachement marqué cette mentalité de. Bah, je donnais l'exemple dans le podcast de au basket, j'étais nulle. Franchement, j'étais nulle, je faisais du basket là-bas. Et Mais où, en Californie? à San Diego, Magnifique, on adore San Diego. on adore, on valide San Diego. Et en fait, tu vois, même si j'étais nulle, les coachs, les filles dans mon équipe, elles me disaient, mais c'est pas grave, tu vas y Ah ouais, arriver. bah Enfin, ouais. Non, mais c'est ça. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que moi, en fait, j'ai beaucoup été aux États-Unis depuis que j'ai 8 ans, en fait. Je vais en Californie voir mes cousins. Et en fait, après, en fait, un an sur deux, j'allais en Californie ou à Singapour. Donc moi, j'ai ces deux cultures aussi qui sont très, très fortes chez moi. Singapour, le côté justement très diversité. Et pareil, alors là, en mode keep going, tu peux pas faire plus positif. Singapour, c'est Disney, hein. C'est vraiment genre Disney et la Californie. Donc, du coup, j'ai été bercée, j'ai grandi là-dedans et au milieu, il y avait le Cambodge, quoi, tu vois. c'est ça, et je pense que quand on a 13-14 ans, tu vois, c'est un peu là où on commence à se poser un peu plus, à avoir des valeurs qui s'ancrent peut-être plus que d'autres, même si on a bien évidemment les années avant qui comptent énormément. Oui, ça nous forge notre caractère, quoi. Donc c'est pour ça, quand tu m'as dit tout à l'heure que tu y allais à 13-14 ans pour la première fois, là, je me suis dit, on tient quelque chose là peut-être. Et c'est vrai, c'est vrai. Et j'étais à 13 14 ans aux États-Unis et en fait, j'ai fait vraiment bah, tout, hein, parce que à 12 ans, j'étais à Singapour toute seule pendant 2 mois. Déjà kiffé Incroyable. ça. Oui, ma mère est dingue. Elle m'a à 2 mois pendant 2 mois, elle m'a laissé partir à Singapour. Bon, j'avais une famille dans laquelle j'étais censée apprendre à parler qu'en chinois. J'avais des cours d'anglais le matin, mais j'étais du coup hyper. T'imagines, à 12 ans, moi, mon fils, il prend le métro, il est pas rassuré, quoi. Et moi, genre, je prenais le MRT, je faisais ma vie toute seule, mais parce que Singapour, c'était l'endroit le plus safe au monde. Tu peux laisser ton argent sur une table, 2 heures après, tu reviens, l'argent est là, hein. Personne ne Ouais. va toucher à ton argent. Un enfant est perdu, on va lui retrouver sa femme. Enfin, je veux dire, il y avait zéro. Bah, mes parents savaient que genre j'allais vraiment dans un truc hyper safe. Et donc à 12 ans, j'ai passé ce fameux grand été à Singapour. Ensuite, l'année d'après, j'étais au Canada et en Californie. Et l'année d'après, j'étais repartie à Singapour et au Cambodge. Tu vois, donc La boucle est bouquée, quoi. ouais, ouais, c'était vraiment très, très. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que moi, je partais pas trop en vacances. Je partais en Angleterre de temps en temps avec des séjours linguistiques. Mais je me rappelle que quand j'étais en primaire et en collège, tous mes amis partaient dans leur famille. Je sais pas, tu vois, genre dans le sud de la France, à la montagne. Nous, on n'allait pas au ski. J'avais pas de famille ouais, enfin, personne pouvait me recevoir quelque part. Il y avait pas. Il y avait que mes parents qui avaient une petite maison à côté de Deauville. On était au max, du max, tu vois. Et du coup, moi, le seul moment où ma famille
bah, m'emmener quelque part, c'était à l'étranger. C'était quand j'allais voir ma famille, c'était à Singapour ou à Los Angeles. La classe. Et donc, ma mère, un jour, je disais, mais tu t'en rends pas compte parce que t'as 12 ans et que, genre, tu veux faire comme tout le monde. Mais moi aussi, j'aimerais bien avoir une grand-mère qui a une maison, à Cannes et aller avec mes cousins à Cannes et tout. Et ma mère a dit, ah bah oui, c'est vrai que t'as pas de chance. Toi, tu vas voir tes cousins à Singapour ou à Los Angeles. J'ai dit, oui, mais moi, c'est qu'une fois par an. Ma mère, elle me dit, mais il y a des gens, jamais de leur vie, ils connaissent ça. Ouais. Tu vois, ma mère, elle m'a toujours, mes parents m'ont toujours vachement ramené à la réalité, toujours yin-yang, tu vois, les Ouais. extrêmes. Toi, regarde où t'es et regarde les autres et estime-toi heureuse. Ouais, j'ai un peu le même discours aussi. Donc, il y a plein de trucs où je suis en train de me dire, je vois pas mal de similitudes quand même. Et justement, donc tu parlais des Good Mood Class. J'avais quand même envie qu'on en parle un petit peu dans ce podcast qui est à la fois voyage et bien-être. Donc, en fait, tu as mis en place une méthode simple en 5 points clés essentiels afin de réactiver la bonne humeur par le biais du corps et de l'esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement? Donc, tu nous disais que c'est venu petit à petit par des choses que tu faisais naturellement avec tes proches, avec ta famille, et un jour tu t'es dit, bon bah je vais mettre ça en place et je vais aller le tester dans des entreprises, dans des Ah non, non, pas sociétés. du tout. Genre, je me suis jamais dit ça. Jamais. Jamais? Tu pensais que... Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est genre, ça a commencé avec le blog, la communauté, donc l'anniversaire du blog où genre, j'ai invité des amis à participer et à parler de ce qu'ils faisaient parce que c'était des gens qui m'avaient aidé un peu dans cette voie. Et on a appelé ça la Good Mood Class parce que dans mon ancien boulot, ils m'appelaient The Chief Good Mood Officer. Mais on n'a jamais, enfin, c'était censé être juste l'anniversaire. Et après, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas ça dans d'autres villes? Et je me suis dit, ok, bah où est-ce que vous voulez qu'on aille? Et en fait, on a fait voter les gens et on s'est retrouvés à faire Lyon. Et on a rappelé ça la Good Mood Class. Et l'hôtel qui nous a reçus, qui a dans mon cœur une place très chère, l'hôtel Oco, elle m'a dit, mais c'était exceptionnel, Sophie, c'était extraordinaire. On ouvre un hôtel à Paris. Est-ce que tu serais prête à refaire ce que tu as fait l'autre jour? Une Good Mood Class. Et nous, on est prêts à te payer pour faire ça. Et là, j'étais là, tu veux me payer pour que je fête mon anniversaire dans ton hôtel? Et vraiment, tu vois, littéralement, j'ai jamais calculé, imaginé que ce serait autre chose qu'une fête d'anniversaire au début. Et ensuite, de fil en aiguille, j'en ai fait une, deux, trois. Et un jour, bah, une entreprise nous appelait et c'était la première entreprise, c'était la SNCF. Tam, tam, tadam. Waouh, tu le fais vachement T'as bien! vu? Mais attends, c'est ton métier ou quoi? Bah j'aime bien tout ce qui est avec la voix. Je fais Air France aussi, mais madame, monsieur, Vous avez atterri à Phnom Penh. voilà. Et, et donc, et après, on y allait, j'avais jamais fait ça, il n'y avait pas encore les points clés. C'était génial. Et je me dis, putain, on peut faire ça avec des étrangers dans une entreprise. Et en plus, je te raconte même pas, j'arrive, la meuf me dit, j'ai oublié de vous préciser un truc. Alors, il y a quasiment que des hommes entre 40 et 50 ans. Et en fait, on vient de leur annoncer que leur service venait de fermer. Bonjour! Salut. Première coup de classe en entreprise. Et c'était génial. Et la deuxième fois, bah, en fait, c'était la société de Nelly Rodi. Et là, je me suis dit, quand même, c'est quand même sérieux. Il faut que je vienne avec quelque chose un peu plus concret. Et c'est là que j'ai pensé aux 5 points clés. Donc, est-ce que tu peux, enfin, je les connais, j'ai lu ton super livre que je mettrai bien évidemment dans la description de l'épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer ces 5 points clés et comment en fait ils te sont venus? Bah, en fait, j'ai essayé de... J'avais du coup pas loin de 1 an de Good Mood Class à mon actif. Et je me suis dit, mais de quoi on parle à chaque fois? Qu'est-ce qu'on fait qui relie tout le monde, qui unit tout le monde? C'est quoi ce corps un peu universel? Et on parlait beaucoup du mouvement et de la posture. Donc le premier point, c'est la posture. Ensuite, on parlait beaucoup de respiration. Parce que c'est vital. Et que justement, ça se modifie, ça s'apprend, ça s'améliore et que ça change tout parce que selon ta façon de respirer, tu vas pas avoir ni le même état d'esprit, ni le même organisme ou la même santé. Ensuite, l'instant présent, tellement difficile parce que genre, on est tous toujours soit dans le passé ou dans le futur. Physiquement, on est là, mais mentalement pas là. Et je trouvais que vraiment, bah, d'apprendre à être ici, maintenant, là, c'était, ça paraît tellement évident, mais en même temps, c'est le truc qu'on fait jamais.
Ensuite, la pensée positive, ça paraît évident, mais je parle beaucoup de pensée négative aussi, parce que en fait, on vit avec les deux, mais comment on les transforme, comment pourquoi des gens sont plus positifs que d'autres, comment on fait quand on peut pas être tout le temps positif, donc comment en fait on transforme le négatif en positif et comment le positif peut se transformer en négatif aussi. Et ensuite, l'acceptation, parce qu'il y a des choses que parfois on ne peut pas changer et que les choses, elles se passent comme elles se passent. Mais si nous, on les accepte, et ben, en fait, on change notre regard. Et en changeant notre regard et notre perception, bah, les choses se mettent en place différemment. Et on apprend et on comprend des choses. Donc, j'ai synthétisé avec un espèce de langage universel que j'ai appris sur le terrain, en fait. Tu vois, c'est vraiment sur le terrain que j'ai appris tout ça. Après, j'ai fait des exercices, j'ai imaginé des trucs, des chansons. J'ai mis tous les ingrédients, on va dire, de plats conviviaux qui, je pense, pouvaient éparler et plaire à une grande majorité. Et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans ton livre, c'est qu'en fait, tu utilises un vocabulaire hyper simple, tu parles, tu donnes des exemples concrets avec ton parcours à toi, et à chaque fois, en fait, tu décomposes ces cinq clés, ces 5 points clés, pardon, en donnant les bienfaits, des conseils, et si là, on les parcourt, donc tu viens de les expliquer rapidement, mais si on repart sur la posture, donc tu expliques les bénéfices d'une bonne posture où on va évacuer les tensions, on va se sentir avec le cerveau bien mieux oxygéné, élargir nos horizons. Waouh, c'est dingue! Tu pourrais être formatrice Good Mood Class, toi, dis donc. Ah non, mais... En fait, c'est ce que je me suis dit à la fin de ton livre, j'étais mais moi je veux travailler avec elle en fait. Pardon, petite parenthèse. Mais donc c'est vrai que, comme tu le disais, la posture, on devrait y penser tous les jours parce qu'on se lève, mais tu vois, depuis que j'ai lu ton bouquin, j'essaie de me dire, bon, bah le matin, au moins ok, comment je vais me présenter au monde, j'essaie de m'étirer et de pas sortir du lit. Non, mais là, Kelly, tu me fais tellement kiffer parce que ça fait, tu sais, mon livre, comme il a quand même 4 ans, on a eu une grosse actualité au début et tout. Ça fait longtemps que j'en parle plus trop, on va dire. Mais Mais là, ça me pourquoi? fait. Non, ça me fait tellement kiffer que tu me rappelles et je vois quelqu'un qui a lu le livre et qui l'ait autant compris, quoi. Ça fait super plaisir. Donc, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, et c'est pour ça que j'avais autant envie d'en parler dans le podcast, parce que l'idée, c'est certes, il y a le côté voyage, le côté évasion, que les gens en apprennent plus pardon, sur d'autres cultures, mais aussi que ça leur donne des clés, justement, pour qu'ils prennent plus soin d'eux, ou qu'ils aient des pistes, des idées, se dire, tiens, ça serait bien que je pense à ça pour prendre soin de moi. Et en fait, ton livre donne justement plein de clés, donc c'est pour ça que j'étais là, mais oui, il faut qu'on en parle sur le podcast. Eh ben, écoute, c'est génial parce que, ouais, et c'est un rappel permanent parce que même moi qui suis adepte de tout ça, mon équipe, on dit, mais en fait, on est les premiers, nous, d'en avoir besoin. Et nous, quand on fait une good mood class, on se dit, putain, ça nous fait du bien à nous. C'est ça, et là, je reviens sur la posture, mais je me dis, mais pourquoi on n'y pense pas plus souvent à, quand on marche dans la rue, se tenir droit, quand on va à un entretien, ou j'en sais rien, même un rencard, se dire, ok, je vais détendre les épaules, je vais me tenir droite, qu'est-ce que j'ai envie de d'offrir comme énergie, parce que forcément, si t'es tout recroquevillé quand tu parles avec quelqu'un, ou si voilà, tu ouvres un peu ta cage thoracique et tout ça, tu vas dégager quelque chose de... Totalement. Et là, tu parles de l'aspect physique, mais il y a l'aspect mental aussi. La posture que tu peux avoir quand tu penses que tu vas tout cartonner et tout déchirer, et la posture quand tu pars en disant c'est perdu d'avance. C'est pas la même, tu vois. Et mais l'avantage de la posture, qu'elle soit physique ou mentale, elle peut se changer. On peut justement se détendre, on peut se relever, on peut passer d'un état d'esprit genre où on pense que c'est mort à vas-y, on se relève et rien n'est encore perdu quoi. Et ça me fait penser à la chanson I Get Knocked Up, donc je me fais bousculer and I get up again. Ah oui, bah oui, j'adore cette chanson. Et donc ça, on a la posture, donc le socle de notre bien-être. Ensuite, donc tu l'expliquais, il y a la respiration. Tu dis c'est l'essence même de la vie. Et ça aussi, quelque chose qui nous paraît tellement basique de respirer tous les jours, mais tu nous expliques quels sont les avantages de bien respirer, tout bêtement. C'est-à-dire que ça va détendre le corps et l'esprit, c'est une énergie vitale et tout simplement sans elle, on n'est pas là. Donc faudrait peut-être en prendre soin aussi. Et tu expliques aussi, et ça j'invite vraiment les gens à lire ton livre pour avoir vraiment chaque détail des points clés qu'on détaille ici,
toutes les conséquences d'une mauvaise respiration, en fait. On les sous-estime à se dire, mais ça va créer des blocages, de la fatigue mentale. Pour le système immunitaire, ben, soyons clairs, c'est pas fifou quand on respire mal et qu'on prend pas le temps de bien respirer. Et tu expliques aussi que la respiration, c'est le reflet de nos émotions. En fait, elle accompagne nos émotions. C'est surtout que elle va impacter, elle peut impacter nos émotions. Si tu respires pas bien, tu n'oxygènes pas bien ton corps et ni ton esprit. Et ton esprit, s'il n'est pas bien oxygéné, on va avoir tendance à avoir des idées un peu noires, quoi. On va voir, en fait, c'est le brouillard. Alors que quand on respire bien, ben, ça va aider à activer la bonne humeur, un meilleur sommeil, un bien-être mental. Enfin, en fait, tu vois, je suis en train de me dire, je comprends pas des fois pourquoi en fait on a tant de clés pour aller bien et on oublie des choses aussi basiques. Et moi la première, parce que tu vois, bien respirer, suffit que je sois dans une situation un peu stressante, là toutes les pensées de respire bien machin, elles sont pas toujours là, hein. Ah bah totalement, bien sûr, mais parce que aussi on est dans une civilisation occidentale et aussi, tu vois, genre où le médical est là pour répondre à une action, à une interaction et pas à une anticipation, tu vois. Et c'est un business. C'est un business de soigner les gens. C'est un business que les gens n'aillent pas bien. Et en plus, bah, vu que tu as été beaucoup aux États-Unis, je pense que tu seras d'accord là-dessus, où je pense que les Américains sont beaucoup plus ouverts sur le prévenir plutôt que guérir, alors que bah, en France, on est quand même habitué. Parce que ça coûte cher, parce que ça coûte cher de se soigner, tu vois. Et en Asie, on fait ça parce que c'est dans notre nature. Ça a toujours été comme ça, d'être dans l'anticipation. Complètement. Et on en parlait d'ailleurs avec ma copine, une amie à moi, où on a fait un épisode sur la réflexologie, et elle expliquait qu'effectivement, dans la médecine chinoise, c'est l'inverse. Tu vas prévenir plutôt que guérir. Bah, en fait, quand c'est trop tard, c'est là que tu fais appel au médical. Ouais. Parce que en fait, t'as plus le choix et que tu vas être obligé ça sera du chimique et en fait, on n'est pas du tout contre, hein. Tu vois, c'est juste que c'est deux façons de voir la vie. Pourquoi attendre que ce soit la merde alors que tu as des signaux concrets qui te montrent que tu es vers la pente descendante. Bah, tu essayes de rectifier le tir, tu modifies les facteurs et tu peux revenir, tu peux prévenir et éviter d'aller vers la maladie, quoi. Et ça me fait un peu revenir sur le point numéro un par rapport à la posture, où tu parles beaucoup du corps qui parle. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me fascine. Enfin, un de mes livres préférés, c'est de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, où... bah alors, je sais que tout le monde n'adhère pas forcément à ça, mais moi, je sais que quand j'ai un petit pépin de santé ou quoi que ce soit, un de mes réflexes, c'est d'aller voir, bah ok, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire. Et les trois quarts du temps, c'est juste bluffant. Enfin, c'est... Bien sûr. Ça, c'est une deuxième lecture. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Mais moi, c'est pareil, c'était mon livre de chevet. Mais ça me paraît tellement évident. Et en fait, avec la médecine chinoise qui croise genre les émotions de chaque organe et tout, c'est vraiment le corps est formidable et il nous parle en permanence. Et il ne ment pas. Il ne ment pas, surtout. Alors que ton esprit peut te duper. Ton mental et ton ego peuvent Tu vois, genre, quand je suis allée aux États-Unis, à UCLA, j'ai interviewé Diana Winston, la directrice du Centre de recherche de mindfulness. Et derrière elle, il y avait une citation qui disait Don't believe everything you think. Et c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ouais, et d'ailleurs, justement, sur ton compte, je suis retombée aujourd'hui, tu disais, rien ne peut plus vous blesser que vos pensées, rien ne peut plus vous guérir que vos propres pensées. Je trouve que c'est un petit peu lié avec ce côté où des fois, il faudrait qu'on arrête de croire tout ce qui passe par notre tête et de se dire que ça pourrait marcher dans l'autre sens aussi, quoi. Totalement. Et que, genre, toujours le meilleur et le pire, mais c'est nous-mêmes qui on s'afflige nous-mêmes tout ça. D'où l'importance d'être dans l'instant présent, donc le point numéro 3, où là tu expliques que c'est la seule réalité spatio-temporelle, en fait, le ici et maintenant. Et ça aussi, on le sait, mais on a tendance à tellement l'oublier, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et c'est dommage parce que c'est vrai que on est toujours, tu vois, dans l'abus de langage, sous l'eau, pas le temps. Et à force de le dire, moi, ce que je dis, genre, plus tu dis que t'as pas le temps, moins t'en as, hein. Déjà, t'as passé ton temps à dire que t'avais pas le temps, du coup, ça t'a rien apporté de le dire. Mais tous les gens à qui je parle, dans mon entourage, c'est que ça. Et donc, du coup, il y a une différence, vraiment, genre, je me dis, dans l'absolu, ça serait génial que tout le monde soit comme ça,
Mais après, on a tous nos problématiques, notre vie, les boulots, les machins. Donc, ça se comprend, quoi, que c'est pas facile d'être présentement là, de faire un truc à la fois, parce que ce monde dans lequel on vit nous encourage et nous demande d'aller toujours plus vite et de faire plus de choses, d'être plus performant, quoi. Et ça nous amène aussi aux deux derniers points. Donc le quatrième, c'est la pensée positive, où tu expliques nos pensées nourrissent notre âme et notre corps. Et j'aime bien parce que dans ton livre, d'ailleurs, tu as plein de citations où je me dis, mais il faut que tu fasses plein de cartes, tu sais, à message, des petites affiches, et tu dis, si tu veux changer ta vie, commence par changer la façon de penser et ta vie changera. C'est ça le karma. C'est ça. Bah, en fait, le karma en sanskrit, ça veut dire action. Et les gens pensent toujours que le karma, c'est ta vie antérieure. Mais en fait, pourquoi on dit ça? Parce qu'on dit que ce que tu as pensé se réalise. Tu expliques aussi que si on prend toujours le même chemin, ben, on arrivera toujours au même endroit. Ouais, bah ça, c'était parce que, genre, je voyais bien que, tu vois, genre, bah, moi-même, je voulais changer de vie, tout ça, et j'y arrivais pas. Mais après, en fait, je me rendais compte que je faisais pas grand-chose de changement, et je voyais autour de moi tout le monde qui voulait changer, mais personne ne veut changer. Tu vois, c'est con, mais... Et en fait, changer, c'est faire des choses que tu ne fais pas, et dans les moindres choses les plus anodines. Genre, quand tu vas dans un restaurant et que t'adores, tu vas avoir tendance à toujours prendre la même chose. Mais pour plein de choses, on est en mode automatique. Tu te lèves le matin, tu fais les mêmes habitudes, tu te lèves, tu sors de ton lit du même côté, tu vas automatiquement aller te brosser les dents ou boire ton café. Tu ne réfléchis pas à ça parce que tu es dans la répétition de schéma. Et la répétition de schéma fait que tu arrives aux mêmes endroits et à la même vie. Donc, il faut réfléchir à comment tu vis, et ça commence par tout, du début jusqu'au moindre petit détail. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas besoin de changer. Mais si tu ne changes pas, tu peux pas savoir quelle peut être la nouvelle destination. C'est si beau. Et c'est vrai que tu dis aussi quelque chose qu'on retrouve dans le yin yoga, tu dis il faut trouver le confort dans l'inconfort en fait aussi parfois. Totalement, bah, plus tu vas trouver le confort dans l'inconfort, et plus en fait tu seras à l'aise et confiant en réalité, parce que la peur, l'insécurité, c'est parce que genre t'as peur de te frotter à la nouveauté, t'as peur de ce que tu ne saurais pas faire. Et souvent, on a souvent peur de choses qui n'existent pas. C'est ça le pire. Et d'ailleurs, tu vois, je suis en train de lire, j'ai plus le nom de l'auteur exact en tête, mais le livre Avoir le courage de ne pas être aimé. Et ça, il en parle là-dedans où il explique que ouais, des fois, on est tellement habitué, comme tu dis, à certains schémas, à certaines façons de penser, qu'on a peur de changer parce qu'on se dit, ben, en fait, on connaît pas et ça pourrait être plus compliqué, mais ça pourrait aussi ne pas être plus compliqué, quoi. C'est marrant, j'ai vu une citation qu'un mec vient de dire tout à l'heure sur Insta, et c'est en anglais, et il disait wait for it, wait for it. This is the new quote. This is not hard. It's just new. Ah, j'aime bien. C'est excellent, c'est excellent. Parce que ça peut être, it's not hard, it's just fear. Tu pourrais dire ça aussi. C'est que de la peur, ouais. Tout est lié à la peur, et tout est. En fait, dur, c'est quelque chose de personnel, de subjectif, mais en réalité, souvent, c'est parfois parce que c'est nouveau, et la première fois, c'est dur, et ça l'est moins après, jusqu'à ce que ça ne le devienne plus. Complètement. Et pour terminer tous ces super points clés, il y a donc l'acceptation, une notion pas si simple comme tu l'expliques. Cette acceptation, ça va passer aussi par la découverte de soi-même. Exactement, apprendre à s'accepter de la tête aux pieds, avec son passé, son futur, sa famille, ses ancêtres. Rien que ça, c'est déjà difficile. Et parce qu'en plus, tu nous dis, j'aime beaucoup qu'à force de se focaliser sur les 20% de ce qu'on n'aime pas chez nous, on oublie 80% de nos qualités, alors que ces petits 20%, ils pourraient, enfin, ils finissent par prendre 80% de la place. Enfin, je sais pas si les gens m'ont suivi avec les pourcentages, mais j'aime beaucoup ce que tu expliques, ouais. Ah bah, c'est marrant parce que j'avais complètement oublié que j'avais dit ça, mais ça m'étonne pas parce que je sais que je le pense, tu vois, et c'est exactement ça. Tu sais, on dit qu'en général, dans une journée, si tu as fait 5 choses, et ben, t'as fait 4 choses géniales et un truc que t'as pas kiffé, un truc négatif, et ben, tu vas penser qu'au truc négatif, alors que t'en as fait 4 autres géniales.
Et c'est dommage parce que le un truc négatif, il va prendre le dessus de tout le reste. Et c'est con parce que on en oublie tout ce qui s'est passé avant, alors qu'en réalité, il faudrait avoir cette demi-mesure et de se dire, bah attends, il y a quand même des trucs bien qui se sont passés. C'est comme quand il t'arrive plein de merdes, tu vois que les merdes. Mais après, t'as plein d'autres trucs sympas. Et le problème de quand tu penses à toutes tes merdes, t'es en train de créer de l'énergie négative qui va attirer de l'énergie négative. C'est pour ça que c'est très difficile de switcher de fréquence, mais il faudrait avoir ce réflexe de se dire, attends, euh, ok, j'ai compris, c'est un fait. On a le droit d'être dans le négatif, il y en a besoin, et puis ça fait chier et tout. Mais comment on transforme cette énergie pour ne pas attirer encore plus de merde, tu vois? Et ça, est-ce qu'on te pose la question parfois justement dans tes good mood class je sais pas, peut-être que des fois t'as des gens qui sont en train de traverser quelque chose de super difficile avec soit une maladie, soit, je sais pas, ils ont peut-être perdu un de leurs proches. Est-ce que des fois ils te challenge pas un petit peu sur cette bonne humeur avec ces cinq points clés? Pas vraiment, parce qu'en général, la vérité, c'est que quand on fait les sessions de Good Mood Class, arriver au point de 5 de l'acceptation, moi, genre, dans les Good Mood Class grand public, je vois beaucoup de gens partir en chiale parce que justement, je leur parle de la maladie, je leur parle de... Il n'y a rien de plus difficile que d'accepter d'être de la maladie et d'accepter la perte d'un proche. Sauf que la réalité, c'est qu'on n'a rien d'autre de mieux à faire que d'accepter parce qu'en acceptant, on décide de reprendre, de remonter la pente, quoi, tu vois. Et je parle souvent de bah, Let It Be, la chanson des Beatles, et comment justement... bah en fait, c'est Paul McCartney qui a écrit cette chanson en réalité quand il a perdu sa mère à 14 ans. Et en fait, sa mère lui arrive en rêve et elle lui a dit Let it be. Du coup, quand tu dis ça, et combien de fois j'ai eu des filles qui sont venues, mais je viens de perdre mon père, je viens de perdre ma mère, c'est incroyable ce que tu... Enfin, parce que comme je ne crois pas au hasard, tu es là au moment où il faut entendre certaines choses, et certaines choses sont là pour te dire et te donner de l'information, et je sais que justement, ça les aide souvent. Parce que quand tu as un coup dur, je leur explique, le coup dur, c'est souvent un cadeau déguisé, mal, on dit, c'est un cadeau mal emballé. C'est que sur le coup, c'est pour te faire un changement de trajectoire que tu n'arrives pas à faire parce que tu ne le vois pas. Donc, on est obligé de te mettre une baffe dans la tête pour que tu changes. Mm. Et des fois, c'est pas facile, mais comme tu dis, on let it be, malheureusement. Et puis, la plupart du temps, en fait, on ne peut rien faire à part accepter. Il y a que ça comme option. Et du coup, ça nous permet, en acceptant, de voir les choses différemment. Et tu sais, par exemple, des fois, tu as des choses qui te paraissent très, très graves sur le coup, des trucs un peu superficiels, mais sur le coup, c'est hyper contrariant parce que c'est de l'ordre du boulot, c'est de l'ordre genre de ton ego. Tu voulais absolument que ça se passe comme ça, et mon Dieu, c'est une catastrophe. Et au final, 2 jours après, t'as oublié le truc. Et c'était pas si grave, en fait. Mais sur le coup, t'avais l'impression que sur une échelle à 1 à 10, t'étais à 11 de gravité. Et le lendemain, t'étais plus qu'à 6. Et 3 jours après, tu savais même plus de quoi on parlait. C'est clair. C'est pas toujours le cas, mais souvent quand même, tu vois. On se dit que ça va... Genre, les pires moments... Moi, j'ai eu des moments d'horreur, de plein de... En plus, cette année, on va dire, ces dernières années, j'ai été servie. Et comme ils disent en anglais, everything shall pass, even this. Dieu merci, putain, ça celle-ci, elle marche encore. Ouais, oui, parce que effectivement, enfin là, on arrive à la fin du podcast. Faudrait, en fait, j'aurais dû prévoir deux, trois podcasts. Tu vois, un sur le Cambodge, un Non, sur... non, non. Après, ça saoule les gens, je t'assure, vraiment, en vérité, on devrait faire des trucs très courts et après des choses, peut-être des formats un peu différents, mais c'est que, genre, on a d'autres trucs à se raconter autrement, tu vois. C'est pour ça aussi que, voilà, c'était hyper important pour moi qu'on parle quand même de toutes ces clés pour réactiver la bonne humeur, parce que comme tu le dis, la bonne humeur, c'est un truc qui marche pour de vrai. Mais qu'on puisse aussi parler du Cambodge, et j'étais vraiment contente qu'on puisse t'entendre sur ce sujet, parce que voilà, t'as fait plein de podcasts, mais on t'a pas souvent entendu parler du Cambodge et je suis vraiment Bah, contente. jamais, même, en fait, on m'a jamais rien demandé. Donc, merci à toi d'avoir soulevé ce truc. C'était très intéressant. Et puis, il n'y a pas de hasard. C'est que sûrement, en fait, et puis ça arrive à un moment où je suis dans une nouvelle, plein de nouvelles perspectives et tout. Donc, tu rajoutes une pierre à l'édifice de cette nouvelle énergie que je sens enfin, dans laquelle je suis, quoi. Trop bien, parce que j'allais te demander justement pour la suite, est-ce que donc tu vas continuer ces Good Mood Class? Il y a peut-être d'autres projets qui arrivent? Bah oui, oui, on essaye de faire, de continuer quand même à faire ce qu'on fait parce qu'on adore, ça nous amuse. On développe d'autres sujets aussi.
On a aussi le Good Mood Club qui est très chouette parce que du coup, la Good Mood Class s'est un peu transformée en Good Mood Club avec ce groupe de filles qui, tous les mois, en fait, je leur fais vivre une expérience. Et ensemble, donc ça nous donne une proximité, c'est un peu plus, tu vois, genre avant c'était des gros moments très festifs où on était très 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 nombreux et on se voyait une fois de temps en temps, une fois tous les 6 mois. Et là on se voit tous les mois, on est moins nombreux et il y a plus de proximité, de sincérité, on a grandi quoi, on a un peu grandi. Et en fait, bah, tu vas avoir la primeur un peu de l'information, c'est que je sors mon prochain livre début janvier, courant janvier. Trop, trop bien, félicitations, trop hâte. Merci beaucoup. Mais tu vois, je me répète, mais en fait, tout le monde devrait lire ton bouquin parce qu'il y a... Ah mon Dieu! Je t'aimerais t'enregistrer, s'il te plaît. En fais-moi une vidéo, je vais la poster, on va la mettre sur. Écoute, ça me fait trop Ah oui. kiffer. Non, mais oui, parce que, en fait, c'est. Et c'est pas parce que je veux te jeter des fleurs, parce que je t'ai reçu sur le podcast et tout, c'est que vraiment j'y crois et je. Tu vois, j'ai mis un t-shirt aujourd'hui, un petit clin d'œil où il y a marqué When you focus on the good gets better. Donc quand on se focalise sur le positif devient encore plus positif en gros. Ouais, et tu sais, on habite en France où les gens détestent ce genre de choses parce que oui, écoute, la vie, elle n'est pas facile. Écoute, tu sais quoi, moi avant, je pensais, ça me faisait un peu de la peine de dire que les gens pensaient que des fois, parfois les gens pensent que tu dis de la merde, hein, tu vois, parce qu'en fait, ils prennent un bout de la phrase et ils le mettent dans un mauvais contexte. Mais maintenant, je t'avoue, je m'en fous. T'as Je bien dis que raison. chacun prend ce qu'il peut, ce qu'il veut, et en fait, on est tous responsables de nos vies. J'ai un ami qui m'a dit un jour, ta vie, est-ce que tu en feras? En fait, non, c'est pas ça la phrase qu'il avait dit. C'était que, en fait, on se posait des questions sur notre fils, le premier quand il est né. Il se dit, mais comment il va être, à qui il va ressembler, qu'est-ce qu'il va faire? Et il nous avait dit, il sera ce que vous en ferez. Et je me dis, c'est marrant parce qu'il a raison, mais en réalité, tu peux transposer ça avec tout. Ta vie, est-ce que tu en feras? Demain sera ce que tu en feras. Ton voyage sera ce que tu en feras. Tu vois, tes études. Et je me suis aperçue que bah voilà, à partir du moment où tu prends la responsabilité euh, de tes choix, de tes actions, de tes pensées, et quand il y a une cohérence et tu vois que ça se met en place, bah, ça devient sympa, quoi. Ça devient cool. Et moi, j'aimerais bien conclure sur une phrase que tu as mis dans ton livre. Parce que ton livre, je l'ai lu il y a plusieurs mois. Et vraiment, cette phrase, je l'ai ressortie à plusieurs copines et j'essaie de. C'est un peu mon mantra du moment, on va dire. Si tu dis que tout va bien se passer, il y a plus de chances que tout se passe bien. Et ça, j'essaie vraiment de me dire, ok, arrête de partir dans, on va m'annoncer ça comme tel résultat. On va me dire, non, ça peut bien se passer. Plus je me dis ça, plus il y a des chances que ça se passe bien. Et donc voilà, merci pour cette citation dans ton livre parce que ça a vraiment déclenché quelque chose. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment, on commence comme ça dans la grande classe. C'est exactement ce qu'on dit. Plus tu te dis que ça va se passer, plus tu as de chance. Et en fait, ça veut pas dire que ça va pas mal se passer. Mais quand ça se passe mal, au moins tu te dis, je vais chercher une solution. Alors que quand tu pars du principe, là, ça va être compliqué. Et quand la complication elle arrive, tu dis, ah bah tu vois, je t'avais dit que ça serait la merde. Sauf que du coup, tu vas dans la pente un peu glissante au lieu d'essayer de chercher à remonter la pente. Et je pense que tout dans la vie est comme ça. À partir du moment où tu commences un peu en fait, tu crées ta réalité, tes mots. C'est ce qu'on dit tout le temps, tu vois, genre, je sens qu'aujourd'hui, ça va être la merde. En fait, tu es en train de appeler la merde et elle arrive. Et c'est exactement comme ça que notre réalité se construit. Et j'ai vu des gens, mais brillantissimes. J'ai vu, tu vois, la différence qui était toujours en mode genre solution. En fait, ils n'accordaient pas d'importance à ce qui m'apparaissait important pour moi. Mais mon Dieu, comment on va faire pour penser à ça? Mais ils en ont rien à foutre. Pour eux, il y avait un objectif final qui était beaucoup plus grand et tout le reste, c'était du détail. Et quand tu arrives à surpasser tout ça, bah, c'est génial parce que tu fais tu fais des grandes enjambées parce que tu traverses les épreuves beaucoup plus facilement. Ça coule. Ma cousine Mélanie Huyn me dit tout le temps, quand un problème passe, il faut qu'il coule sur toi. Et je te jure, c'est dur, hein, parce que des fois, tu es là, mais putain, mais pourquoi elle m'a dit ça? Putain, mais pourquoi il m'arrive encore ça? Combien de fois, tu te dis, il y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de merde, c'est pas possible, et putain, mais genre, qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu sais, on part vite comme ça. Et c'est marrant parce que ma cousine m'a dit, c'est quoi? C'est bien ce qui t'arrive parce que ça va t'apprendre à apprendre à ce que ça coule. Et quand c'est cette image de genre, elle a dit, comme si tu avais un imperméable et il faut que ça coule.
Et je pense à cette image de genre, c'est comme sur le toit, l'eau elle passe et elle s'écoule. C'est beau. Tu m'as redonné les petits frissons jusqu'à la fin. Je crois que ça fait 10 fois que j'ai entendu. Et en conclusion, Non mais ouais, je suis là, on conclut vraiment. Encore merci pour tout. Mais tu vois, en fait, voilà, il y a plein de choses et je suis vraiment contente qu'on ait pu échanger. J'espère que voilà, ça aura donné des tips aux gens qui nous écoutent, qui auront envie d'aller voir, découvrir ton livre parce qu'il y a des exemples concrets. Tu rentres plus dans les détails. Là, on a survolé un petit peu quand même les points clés, mais voilà, que tout le monde prenne soin de soi. Encore merci Sophie et je te remercie pour ce super échange. Merci d'avoir soulevé des choses, soit que j'ai pas vues ou peut-être qui viennent me faire penser à des choses. Donc vraiment, merci à toi pour ce super échange. bah, trop chouette. Je suis vraiment super contente et bah, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Moi aussi, merci à tous. Salut! Au revoir. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a permis de vous évader, de voyager et que ça vous a peut-être donné aussi des pistes et des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Votre soutien est précieux, alors si ce podcast vous plaît, je compte sur vous. N'hésitez pas à le partager, laisser des commentaires et pourquoi pas 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram Good Visa Podcast. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques secondes et pourtant ça m'aide tellement. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et c'est tellement gratifiant de lire vos retours sur les épisodes qui vous ont plu. Alors du fond du cœur, merci pour tout et à bientôt.